Henri IV marque le début de la maison des Bourbons, mais surtout la fin des Valois. Henri IV est l'un des rois les plus illustres de l'histoire de France. Cette affaire constitue l'une des affaires les plus mystérieuses. Stefan Zweig écrivait « Le mystère exerce une action créatrice. Le mystère entoure plus de 400 ans après la mort d'Henri IV. » Dans tous les livres d'histoire, le nom de Ravaillac résonne. Il est l'assassin incontestable du roi. Cette certitude s'appuie sur des faits vérifiés par des témoins directs ou archives historiques. Une autre question reste alors en suspens. Avait-il un commanditaire ? Cette hypothèse est bien plus crédible qu'on ne l'imagine tant certains témoignages rapportés sont troublants. Les documents relatant la mort d'Henri IV ont été détruits dans la plupart des capitales européennes, sauf au Vatican, à Florence et à Venise. On retrouve quelques documents d'archives en Allemagne, en Espagne, mais celles-ci ne forment pas l'essentiel. Le récit de cette enquête s'appuie principalement sur le récit de l'étrange mort d'Henri IV de Philippe Erlanger et du livre d'André Castelot, Henri IV le Passionné. D'autres documents complémentaires viendront étayer les propos. Sachez que le livre de Philippe Erlanger s'appuie sur des documents exceptionnels du nom de ces Ubaldini pendant les années 1605-1611. Avant de commencer l'enquête, n'oubliez pas de liker la vidéo pour améliorer le référencement de la chaîne et récompenser le travail. Si vous souhaitez soutenir davantage, n'hésitez pas à devenir membre. Et si ce contenu documentaire vous plaît, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À l'époque, comme sur le Pont-Neuf, Paris grouille d'une population diverse. Les ouvriers côtoient les moines qui côtoient les nobles. Le 19 décembre 1605, le roi de France est agressé par Jacques des Îles. Il empoigne le manteau du roi, mais plus de peur que de mal. Jacques des Îles lui dit « Je vous ai fait belle peur ». Ce dernier mourut en prison, jugé fou. Il aurait dit lors de son interrogatoire qu'Henri de Bourbon avait usurpé la France sur lui. C'était déjà là un avertissement pour ce roi si singulier. Cet attentat s'intègre dans une société encore fragilisée par l'édit de Nantes. Depuis la reconnaissance des protestants, les catholiques les plus fervents se sont sentis menacés, en craignant un Saint-Barthélemy catholique. La peur gagne les croyants catholiques. Mais le roi Bourbon avait un tout autre objectif politique, libérer l'Europe du joug habsbourgeois, un roi singulier. Henriette d'Entragues, l'une de ses nombreuses maîtresses et conquêtes, l'appelle le capitaine bon vouloir. Il vaque à ses occupations comme il l'entend. Pour témoigner ce qu'il était en tant que personne, Madame Simier dit « J'ai vu le roi, je n'ai pas vu sa majesté ». Henri IV était considéré comme un homme jovial, le corps vigoureux, le teint vermeil, bien que sa barbe blanche cache des rides ou autres imperfections. Mais son allure n'a rien de comparable avec les derniers Valois. La puanteur pouvait même éloigner la reine lors de leur première entrevue, ce qui la déboussolait fortement. Il n'était pas le plus propre des rois. En bref, son allure était aux antipodes des Valois Médicis. La finesse a laissé place à la grossièreté pour un tel roi. Voici une anecdote intéressante quand Henri passe dans Paris. L'un de ses sujets lui dit « Sœur, voyez comme tout votre peuple se réjouit de vous voir. » Henri IV. « C'est un peuple, répondit le roi. Si mon plus grand ennemi était là où je suis et qu'il le vit passer, il lui en ferait autant qu'à moi et crierait encore plus fort qu'il ne le fait. » Il était conscient de la dangerosité de son pouvoir. Henri IV divisé. Il avait cependant un point commun avec Louis XIV. Il incarne l'État, le pouvoir, le droit divin. Quand il parlait aux parlementaires de Bordeaux, « Je suis votre chef, mon royaume et mon corps, vous avez cet honneur d'être les membres, d'obéir et d'y apporter la chair, le sang, les os et tout ce qui en dépend. » Une fois son pouvoir en place et assuré, il dit « Maintenant que je suis roi de France, je veux être obéi. Bien vous en prendra si vous le faites. » Monsieur Maurice Andrieux, il écrit « Il cherchait l'adhésion. Mieux, il y tenait. Quand la séduction n'opère pas, l'incarnation du pouvoir ne plaît pas forcément à tout le monde, surtout que les règnes précédents d'Henri IV ont affaibli la France. Henri IV s'était promis de les résorber. Louis Batifolle les a dénombrés dans cette énumération complète. Corps constitué, règlements traditionnels, pratiques séculaires, liberté provinciale ou municipale, usages administratifs, toutes choses très anciennes, devenues plus fortes au cours de l'anarchie politique des temps précédents. Ces résistances, bien que diminuées, ont toujours été présentes pendant son règne. Elles ont été l'objet de nombreuses tensions, les conspirations et politiques. La concurrence entre Marie de Médicis, future heureuse élue d'Henri IV, et Henriette d'Entragues, sa maîtresse favorite, se faisait extrêmement ressentir à la cour. Dès son arrivée en France, Henri a pris l'engagement d'épouser Henriette d'Entragues, marquise de Verneuil. Henri IV et les femmes, un poison extrêmement dangereux. Marie de Médicis apprend qu'elle se fait insulter dans son dos. Henriette l'insulte de grosse banquière. Henri IV
peut-être par naïveté, voulait faire cohabiter tout ce beau monde. Marie de Médicis dispose d'un avantage considérable pour l'époque, la fécondité. Elle a 2 enfants, le dauphin Louis et la princesse Élisabeth. Henriette et Marie rentrent dans une compétition plus que malsaine. Le roi avait promis de se marier avec Entrague si seulement celle-ci lui faisait un enfant mâle. Elle va le lui donner avec Gaston-Henri. Malheureusement pour elle, Marie de Médicis prend de vitesse sa concurrente de 2 mois. C'est ainsi qu'Henri décide finalement d'épouser Marie avec le dauphin légitime, le futur Louis XIII. Henri IV préfère physiquement Entrague que Marie. Pendant la reine, Marie de Médicis fait honneur à son éducation et ramène toute l'élégance à la cour. Gravures, miroirs orfévrés, tableaux. Henri IV ne garde pas un très bon souvenir des Médicis. C'est le constat de Madame Saint-René de Thélandier. Et elle raconte ce qu'il avait cru, voulu, ne jamais revoir la séquelle italienne. Il l'a chez lui, et plus puissante qu'au temps de la vieille Catherine. Tout n'est pas rose non plus pour Marie. Accro au jeu d'argent, sa passion des bijoux et des pierres va la conduire à des grandes dépenses et à contracter de nombreuses dettes. Concino Concini, qui d'après Erlanger eut une éducation déplorable à Pise, était un aventurier peu scrupuleux et avide d'argent. Marie a été conquise par Concini et devient son favori. Ça ne plaît pas du tout à Henri IV. Concini était de mèche avec une certaine Leonora Galigai, sœur de lait de Marie de Médicis. Les 2 femmes étaient très proches et ont partagé la même éducation à Florence. Pourquoi Concini devenait trop dangereux pour Henri IV ? Concini partageait beaucoup trop d'informations à l'Espagne. Une conspiration avait déjà eu lieu avant Ravaillac. C'est la conspiration de Biron. Les acteurs de cette conspiration sont nombreux. On retrouve le père d'Henriette d'Entrague elle-même, Charles Gontaut, duc de Biron, et d'autres noms qui font débattre les historiens encore aujourd'hui, comme Henri de la Tour d'Auvergne ou Charles de Valois d'Angoulême. L'objectif de ce guet-apens, aux multiples intérêts pour les personnes citées, affaiblir le pouvoir royal et la France, afin de placer le petit Gaston, fils d'Henriette d'Entrague, en tant que dauphin, afin de remplacer Louis XIII. Autrement dit, en finir avec Henri IV en discréditant le dauphin pour le remplacer par Gaston-Henri. Les Entragues, notamment Henriette, étaient mécontentes de ne pas se marier avec le roi. C'est ici le parfait mobile de cette conspiration. Le comte d'Entrague et d'Auvergne sont emmenés à la Bastille et condamnés à mort. Henriette est enfermée au monastère de Beaumont-les-Tours. Le duc de Bouillon était complice. Pierre de l'Étoile, dans ses mémoires très proches de la cour, laissait penser qu'Henriette et le duc de Biron aient pu avoir des relations charnelles. Rappelons que ce duc, Charles de Gontaut, était protestant. Et pourtant, Erlanger raconte « Henriette obtient leur grâce quand Biron porte sa tête sur le billot. » Henri IV va commuer la peine de mort pour les Entragues. Pendant ce temps, Henri IV est tellement clément avec Henriette qu'il lui écrit « Il vous est utile que l'on pense que je vous aime, et à moi honteux que l'on voit que je souffre et que vous ne m'aimez pas. » Après la conspiration, le mariage entre les deux était bien plus que compromis. Une autre femme joue un rôle important, Charlotte de Tillet, maîtresse du duc d'Épernon. Mais le plus intéressant, c'est ce fameux duc d'Épernon. Il s'appelle Jean. Jean-Louis de Nogaret de la Valette. Il a connu une ascension incroyable. C'est lui qui va apaiser les tensions entre Henri III et Henri de Navarre. Épernon n'aimait pas l'entourage d'Henri IV comme Villeroi, son ministre, ou encore Sully, appelé aussi Rosny. On avait même dit qu'Épernon voulait provoquer en duel le ministre Sully. Épernon n'appréciait guère le Béarnais, lui qui préférait de loin la maison des Valois. Le réputé duc d'Épernon était un colonel général d'infanterie, gouverneur de Loches, Boulogne, Metz, Angoumois, Auny, Saintonge. Il était appelé demi-roi. Henri IV le craignait car c'était un homme effectivement puissant. Henri IV avait soupçonné qu'il fasse partie du complot de Biron, mais aucune preuve directe ne fut établie contre lui. En revanche, on sait qu'Épernon servait la politique de l'Espagne avec un traité secret signé le 10 novembre 1593. En pleine crise pourtant, l'Espagne à la période d'Henri IV domine l'Occident. Elle a 23 royaumes, des Indes et des Amériques, où elle est même reliée à la seconde branche de la maison d'Autriche, qui s'occupe de la Bohême-Hongrie par exemple. L'Espagne a qu'un idéal et l'orthodoxie du catholicisme. Une fois Philippe II mort, c'est Philippe III qui assure la continuité du règne. C'est un catholique. Sa femme est Marguerite d'Autriche. Il lui est fidèle et aime sa fraîcheur, son dévouement à la religion. Dans son gouvernement, des ministres comme Fuentes cherchent à poursuivre la politique de Philippe II. Cependant, en Espagne, par l'intermédiaire du duc de Lerme, et en France, par l'intermédiaire de la reine et de Villeroi, une politique de rapprochement est possible avec l'infante Donna Anna, future mère de Louis XIV, Anne d'Autriche, fille aînée du roi catholique, et le dauphin du roi, le futur Louis XIII, pour un mariage plus que symbolique. Henri IV ne dit pas non à cette proposition, lui qui sent une possible concurrence
avec le prince de Galles. Ce mariage, comme beaucoup à cette époque, était des arrangements diplomatiques. Plus tard, Élisabeth, fille aînée du roi de France, paraît un bon parti pour l'héritier du roi des Espagnes. Un échange de bons compromis donc. Dans cette enquête, un homme est extrêmement important, autant sur le plan personnel que sur le plan politique. Son nom, Maximilien de Béthune, marquis de Rosny, 46 ans, entretient une très bonne relation avec Henri IV. Bon nombre d'historiens l'attestent, mais c'était bel et bien son seul et réel ami. Il savait tout et était un féru de travail. Il sert parfaitement le roi. Il rappelle aux Entragues leur trahison, détruit les abus, impose la balance des recettes et des dépenses, une révolution à l'époque, rétablit l'équilibre budgétaire. Il est sur tous les fronts pour son maître. Il veut rénover les routes, abaisser l'influence de la maison d'Autriche. L'une des différences entre les deux hommes, et elle est notable, c'est la manière de sentir les choses. Henri IV est plus improvisateur, Rosny plus cadré tel un comptable avec ses chiffres. Malgré des rumeurs concernant son honnêteté, le roi s'entretient 4 heures avec lui et ressort de cette réunion. J'aime Rosny plus que jamais. Entre lui et moi, c'est à la vie, à la mort. Un autre homme illustre, M. Villeroi, joue un rôle majeur. Il fut ministre sous Henri III et ce pendant plus de 30 ans. Henri IV le choisit comme principal conseiller. Il est absolument catholique et souhaite faire une alliance avec l'Espagne pour dominer le monde. Rosny voulait renvoyer Consigny en Italie et les Entragues au Canada pour faire place dans le ménage royal. Henri IV devait alors choisir sa politique. Suivre le chemin tracé par Rosny, farouchement hostile aux Habsbourg, et entamer une politique d'affaiblissement de cette maison. Et le chemin tracé par Villeroi, qui prenait lui l'alliance. Le Béarnais choisit la stratégie de Rosny. Le duc de Bouillon, Henri de la Tour d'Auvergne, reconnu comme complice dans le projet de conspiration, continue de signer des pactes avec l'Espagne et ameute les luthériens allemands. Henri IV décide d'attaquer le duc de Bouillon à Sedan avec 16 000 hommes. Les chiffres sont approximatifs. La plupart se rangea auprès de Bouillon, autant protestant que catholique. Néanmoins, Bouillon accepte les conditions d'Henri IV. Autrement dit, mettre un gouverneur français dans sa ville pour garder la main mise sur ce rebelle. Henri IV préfère abaisser ses ennemis que de les tuer, peut-être une grave erreur, Erlanger raconte. Il lui rognait les ongles au lieu de lui couper la tête, comme ferait Richelieu. Mais les ongles repoussent. La situation religieuse se tend dangereusement. Quand le temple réformé d'Ablon, alors protestant, fut transporté à Charenton, à 2 lieues de Paris, les accords de l'édit de Nantes sont bafoués. L'édit mentionnait la règle suivante. Aucun temple à moins de 4 lieues de la ville. Les réactions vont bon train. Henri IV fit installer une potence sur la route de Paris à Charenton. Il incarne ainsi l'absolutisme désagréable, pourtant nécessaire pour se faire respecter. Les réactions se font moins fortes. Celles-ci prennent alors une toute autre forme, les pamphlets. Un autre événement imprévu contribue au rapprochement d'Henriette d'Entragues malgré son application à la conspiration, l'accident à Neuilly. Dans une sortie plus que classique, le roi et la reine devaient passer la Seine, à Neuilly où il n'y avait pas de pont. Tout à coup, le carrosse tombe à l'eau. Marie de Médicis a failli perdre la vie. Elle est sauvée par un gentilhomme nommé la Châtaigneraie. Henri IV plonge au secours de sa femme et de son fils nommé Vendôme. Le gentilhomme reçoit le versement d'une pension viagère et la construction du pont de Neuilly fut ordonnée. Cet épisode rapproche étonnamment le Béarnais et Henriette. Cette fois, la goutte d'eau fait déborder le vase. Marie de Médicis exige son départ. Elle l'appelle la poutane. Henri IV, dans certaines lettres, écrivait ceci. « Je vous aime plus que vous m'aimez. » Henri IV allait vers les 54 ans. Aucun roi depuis Louis XI n'avait dépassé cet âge, synonyme de vieillesse. Cette concurrence entre les deux femmes est à son comble. Marie de Médicis parle d'Henriette. « Cette femme n'a jamais eu d'autre fin que de me torturer, de m'accabler de tribulations. » Pourtant, la France n'a jamais été aussi puissante, sereine sous Henri IV. La paix avait été trouvée avec les Allemands. À l'intérieur de la cour, l'ambiance semblait tout autre. L'étoile, proche de la cour, était scandalisée sur ce qu'il voyait et se passait au sein de la cour. On ne parle à la cour que de puterie et macarellage. La sodomie y règne tellement qu'il y a presque à mettre la main aux braguettes, les instruments desquels ils appellent entre eux les épées de chevet. Histoire de femme. Concino Concini se rapproche de plus en plus de la reine. Des gentilshommes voulaient à ce moment-là tuer Concini. Henri IV en les dissuada. La nonne Pasité prophétisa. Le roi de France, dit-elle, ne passerait pas le terme de la 58e année. Pasité rencontra régulièrement l'astrologue de Catherine de Médicis, nommé Ruggieri. Cette vision était-elle prémonitoire? Henri à Henriette. « Bonsoir mon âme, je te baise 1 million de fois les tétons. » Henriette, qui approchait la trentaine, savait que la beauté n'était pas éternelle. Il fallait s'établir à la cour. Elle donne des conditions puisque le roi la juge indispensable.
Elle en profite. Elle voulait faire son retour à la cour, la garde de ses enfants, enlevée suite à la dernière conspiration, la ville de Metz en guise d'apanage ou encore un mariage entre sa fille et le fils du connétat Montmorency. Henri refusa net. On peut le craindre, mais ce refus pousse aussi Madame de Verneuil, alias Henriette d'Entragues, à se réfugier auprès des Espagnols. Henri IV s'est enfermé dans une relation sans issue. L'histoire de la lettre où Marie de Médicis n'en pouvait plus de la poutane, et elle le fait savoir dans une lettre à Henri IV. Henri IV dit au grand maître Rosny: « Mon ami, j'ai reçu une lettre de ma femme, la plus impertinente qu'il soit possible d'écrire. » Il ajoute: « Je ne m'en offense pas tant contre elle que contre celui qui l'a dictée, car je vois bien qu'elle n'était pas de son style. » Madame Sully était démasquée. Au final, le meilleur résumé reste celui du grand maître et ami d'Henri IV. « Je ne pus rien faire pour la tranquillité de ce prince que de faire luire pour lui quelques instants de calme au milieu de beaucoup d'orages. » La tempête est souvent destructrice. Henri IV aimait la tempête. 2 ans avant le décès d'Henri IV, un événement exceptionnel se produit. Henriette d'Entragues et Marie de Médicis se rabibochent. La raison se nomme en 2 personnes, le duc d'Épernon et Consigny. Épernon et Henriette voulaient tous deux voir la maison d'Autriche mettre en échec le roi. Épernon convainc Henriette de se montrer soumise et respectueuse envers la Médicis. Don Pedre, le nonce, en 1609, suite à des négociations, des ratifications où l'on discutait des Provinces-Unies, de mariage de l'Espagne, raconte à Marie de Médicis qui demandait ses impressions. « C'est un roi qui sait tout. Il m'a révélé des choses que j'ignorais du Conseil d'Espagne. » Il ajoute: « Il est plus que le diable. » L'attitude de la France était celle-ci. Par l'intermédiaire de l'ambassadeur du roi de France à Madrid, M. de Vaucelin, beau-frère de Sully, avait ordre d'observer une attitude très ferme, de faire comprendre que la France soutiendrait indéfectiblement ses alliés et ne céderait ni à la crainte de la guerre, ni à l'engouement de certains pour les mariages espagnols. Les mariages espagnols, c'est ce que souhaitait Henriette, Épernon, puis le roi, Marie de Médicis, Consigny notamment, et même le chancelier Sillery. Tout ce beau monde voulait des mariages espagnols pour renverser le jeu diplomatique. Charlotte de Tillet disait de la reine et du dauphin: « C'est une vache qui a fait un veau. » Une autre femme, et elle ne le sait pas encore, symbolisera le courage. Son nom, Jacqueline Levoyer, demoiselle d'Escomment. Elle était mariée à Isaac de la Varenne. Ce dernier força Jacqueline à se prostituer avant de l'abandonner, faute d'argent avec son enfant. Le destin de Jacqueline va croiser celui d'Henriette d'Entragues, qui venait de manquer son retour à la cour. La sœur d'Henriette, Marie-Charlotte, maîtresse d'Henri IV, va lui céder d'Escomment. Toutes les femmes semblent se connaître, toutes indirectement. Le duc de Bellegarde, par exemple, grand écuyer, ancien mignon de Henri III, ancien amant de Gabrielle d'Estrées, et d'une certaine Henriette d'Entragues. Comment ne pas évoquer non plus son amour pour Gabrielle d'Estrées, surnommée la presque reine. Elle avait rencontré le roi en 1590, soit 9 ans avant sa mort, le samedi 10 avril 1599. Elle devait être reine avant Marie de Médicis. Henri IV, lors de sa mort, était inconsolable. Car avant la concurrence Henriette d'Entragues, Marie de Médicis, Henri IV ne vivait déjà plus avec la reine d'alors, la reine Margot, la très célèbre Marguerite de Valois. Elle s'était retirée de la cour, mettant fin à une relation sans lendemain. Gabrielle d'Estrées devint alors sa nouvelle lubie. Sa mort fut également troublante et pourrait, elle aussi, faire l'objet d'une enquête approfondie. Dites-le moi dans les commentaires. Henri IV fut charmé plus tard par une jeune demoiselle, une nouvelle fois, Charlotte de Montmorency, 14 ans. Il était en état de choc quand il a vu sa beauté le 16 janvier 1609. Il l'appelait son ange. Il était jaloux de Bassompierre qui devait l'épouser. Elle lui répond que c'était la volonté de son père, donc elle serait heureuse. Henri IV ne s'avoue pas vaincu et décide de confronter Bassompierre en lui disant tout simplement que Charlotte n'allait pas se marier avec lui, car il en était tombé amoureux. Bassompierre cède. Le duc d'Épernon fit honte à Bassompierre de sa facilité. Henri IV, dans une manœuvre, tenta de se rapprocher de Marie de Médicis, car les Consigny avaient tendance à énerver le roi, mais c'est surtout les correspondances entre Pasité et la reine qui le dérangeaient. Il lui a alors proposé un traité où il se refusa à revoir sa maîtresse, chose incroyable pour Henri IV, en échange de cette interdiction. Marie de Médicis refusa, car trop de secrets émanaient de ces relations. Il était déjà trop tard. Henri IV voulait faire marier Charlotte Montmorency pour l'avoir proche du trône. Marie de Médicis craignait-elle que son mariage soit annulé et craignait l'empoisonnement. Elle cessa de toucher aux viandes, mais une nouvelle vient bouleverser l'Europe. La mort du duc de Clèves, Henri IV, ne voulait pas voir la maison d'Autriche hériter de ses terres. Charlotte de Montmorency et Henri IV s'échangeaient des correspondances secrètes. Charlotte était devenue Dulcinée, la fille. Malgré les réticences de Sully sur le mariage du prince de Condé et Charlotte de Montmorency, ce dernier eut lieu, car les soupçons devenaient grandissants. En effet, on accusait le roi de faire traîner les choses, car il n'avait qu'une idée en tête:
la posséder. Ravaillac. Angoulême est une ville très catholique, dans un pays protestant. Les tensions religieuses ne sont pas effacées par l'édit de Nantes. Jean-François Ravaillac rejoint Angoulême en 1606. On lui confia d'enseigner la religion à des jeunes écoliers. Préalablement, il voulait devenir moine, ou même entrer chez les jésuites. Mais ça n'a jamais réellement fonctionné, suite à son comportement que l'on qualifiait de bizarre. Physiquement, il était rond, grand et puissant. Il fut emprisonné car il n'arrivait pas à payer ses dettes. Il était persuadé d'être chargé d'une mission de vengeance divine en éradiquant les hérétiques. Un jour, le sarment de vigne qu'il tenait s'allongea et changea de forme. Ça a été pour lui, Ravaillac, un message divin. Il rêvait à une nouvelle Saint-Barthélemy. C'est le duc d'Épernon qui gouvernait la cité d'Angoulême. Il avait donc accès aux informations. Le procès de 1610 établit qu'il avait connu un certain Épernon et une dépêche de l'ambassadeur vénitien Foscarini relatant celui d'Escomment en 1611 apporte une révélation écrasante. La dépêche du 9 février 1611 rapporte ceci. Elle, Escomment, a été confrontée avec mademoiselle Dutillet qui a confessé qu'elle connaissait l'assassin de Henri IV à qui elle a donné plusieurs fois de quoi vivre. En 1609, Ravaillac se rendit à Paris pour convaincre le roi à faire la guerre aux protestants. Ravaillac ajoute à son procès qu'il fut arrivé vers la Pentecôte. Or, Jacqueline d'Escomment affirme avoir reçu l'homme d'Angoulême chez Tillet le jour de l'Ascension, puis le jour de la fête de Dieu. La première fois, Ravaillac aurait dévoilé son intention de tuer le roi. La seconde fois, il l'aurait supplié, les larmes aux yeux, de ne pas le trahir. Or, il est admis que Jacqueline n'a pas vu Ravaillac, car selon elle, Ravaillac montrait un couteau qu'il laissa tomber entre deux carreaux de la chambre de Charlotte de Tillet. Or, cette chambre avait un plancher, non des carreaux. D'Escomment tenta d'avertir une première fois le père Coton, sauf qu'il n'était pas là. Alors le père procureur se chargea de recueillir ses propos. Elle insistait sur ce complot qui allait arriver. Elle somma ce père procureur d'avertir le père Coton. Sauf que quelques jours plus tard, le nourrisseur chez lequel la d'Escomment avait mis son fils somma la malheureuse de le payer ou de le reprendre. Au final, elle abandonna son fils au Pont-Neuf. Elle était surveillée et fut arrêtée. Pendant sa détention à l'Hôtel-Dieu, puis Châtelet, puis à la conciergerie, la d'Escomment a été condamnée. Elle n'a jamais parlé du complot qui se tramait. Les historiens pensent que cela a joué en sa défaveur. Henri IV fut informé d'un potentiel complot par la Bruyère, ou encore le jeune Zamet, ou encore la Varenne via l'ambassadeur de Madrid, via Vaucela. Les Espagnols ne pouvaient plus ignorer ses intentions. Le roi se faisait vieux, ont voulu préparer la régence, Marie de Médicis, qui elle-même invoquait Pasité. Quand Charlotte part avec Condé vers les Pays-Bas, la situation se tend dangereusement fin 1609. Des rumeurs laissaient planer le doute sur une croisade des Huguenots contre les catholiques, faire une Saint-Barthélemy envers les catholiques. Ravaillac a cru et a alimenté sa haine. Il lut des textes comme l'apologie de Jean Chastel, par Jean Boucher. Ravaillac, vers Noël, essaya de rentrer par 2 fois au Louvre, mais n'y parvint pas. Concernant le couteau, on ne le sait qu'à l'issue du procès, mais Ravaillac l'avait mis le long de sa jambe, avec une jarretière où il avait caché le manche. C'est pour cette raison que personne n'a réellement vu de couteau en le fouillant, et cela infirme une version selon laquelle il aurait volé le couteau dans une auberge. Ravaillac souhaite absolument parler au roi, l'avertir de quelque chose. Monsieur de la Force, capitaine des gardes, l'interroge en lui demandant si l'Angoumoisan connaît Épernon. Ce à quoi répond Ravaillac, oui. Monsieur de la Force souhaite le remettre à la justice. Henri IV souhaite qu'on le laisse passer. Monsieur de la Force a des soupçons sur cet homme. Comment Tillet, Épernon, Verneuil et les Consigny ont-ils pu ne pas en avoir? Une fois rentré à Angoulême, il se confessa à un cordelier, qui taira toujours son nom, qu'il allait commettre un homicide. Le cordelier ne demande pas quel personnage en ferait les frais. Vendredi 14 mai. Le roi, Henri IV, a prévu de rejoindre Sully à l'Arsenal. Dans le carrosse, plusieurs gentilshommes. Henri IV, assis dans sa banquette du fond avec à sa droite le duc d'Épernon. Un homme grand se hisse sur la roue arrière et plante à de nombreuses reprises le couteau dans la poitrine du roi. Montbazon, présent dans le carrosse, accompagne Ravaillac, qui lui est conduit à l'hôtel de Retz. Voici ce que dit Ravaillac au moment de son supplice. « On m'a bien trompé quand on m'a voulu persuader que le coup serait bien reçu du peuple. » Cette phrase est troublante. Elle admet un commanditaire, en tout cas elle le sous-entend bien. Le 4 mai, Consigny pénétra au Parlement qu'il détestait dans une chambre aux enquêtes. Il fut humilié. Le roi dit ceci. « Prenez garde, dit-il, au Florentin ulcéré. Votre épée n'est pas si affilée que la plume de ces messieurs. » Pendant ce temps, voyant l'incapacité à trouver une paix, le pape envoya 2 nonces extraordinaires à Paris et à Madrid pour sauver la paix. Sully était un partisan de cette guerre. Il devait y participer en tant que général et comme trésorier, car il emporterait la somme colossale de 8 millions d'écus. Henri dit « Par Dieu,
Je mourrai dans cette ville. Je m'en sortirai jamais, ils me tueront. Je vois bien qu'ils mettent toutes leurs dernières ressources dans ma mort. Henri voulait déplacer le sacrement, ce que celui lui proposa de faire. Il décide d'en toucher quelques mots à Marie de Médicis, qui ne veut rien savoir. Henri capitula. Finalement, le sacre a quand même été retardé, seulement de 3 jours, à la base. Le sacre devait avoir lieu le 7, il aura finalement lieu le 10. Mais au final, il n'aura pas lieu le 10 non plus. Il aura définitivement lieu le 13 mai. Il prédit à Marie de Médicis que c'est un adieu qu'il fera. Ravaillac était sur Paris depuis le 7 mai, a aiguisé son couteau en attendant le sacre de Marie de Médicis. Le 12 mai, Gaspard Charles, bourgeois d'Anvers, écrivit à Roland, bourgmestre de Cologne, que le roi avait été tué d'un coup de couteau. Le sieur Venturini, banquier à Cologne, attesta avoir vu la lettre. Pareil, un autre banquier italien de la même ville, Hieronimo Corborani, reçut d'Anvers et de Bruxelles des lettres du même genre datées du 12 mai. Pourtant, le roi n'est pas encore mort. Comment une telle lettre a-t-elle pu circuler si Ravaillac était un déséquilibré et que son acte était un acte isolé? Surtout que d'autres témoignages convergent. Le 3 mai, un courrier annonça à la ville de Cambrai que le roi de France venait d'être tué de 2 coups de couteau. Des avis semblables sont retrouvés dans les couvents picardillons en Flandre. Le 13 mai, Henri IV se rendit à l'église abbatiale où il ne s'était rendu qu'en 1593 suite à sa conversion. La cérémonie a lieu. Beaucoup de noms sont présents. Épernon, l'archevêque de Reims, Montbazon, Retz, Bellegarde, La Force, Pralin et le petit Verneuil l'entouraient. Henri IV avait un planning bien chargé et le 14 mai était en réalité la seule possibilité de porter atteinte. Par exemple, nous savons que le samedi 15, le roi avait prévu de chasser et il n'était pas présent le 16 non plus, pendant la rentrée de Marie de Médicis, ni le 17, suite à un mariage. Ce qui est donc étonnant, c'est comment Ravaillac a-t-il pu être au courant tout en sachant que personne ne connaissait le calendrier royal. En ce jour du 14, le jeune duc de Vendôme le dissuade de sortir. Il faut savoir qu'en cette journée du 14 mai, beaucoup d'éléments contradictoires s'entremêlent. Des visions. Henri IV se rendit chez Sébastien Zamet, où il fait la rencontre d'un astrologue thomasin, Goguenard. Le Béarnais l'interroge sur son avenir. Thomasin lui dit de faire attention au 14e de mai, car ce jour-là, 4 heures de l'après-midi, un grand prince qui fut prisonnier en sa jeunesse périra sous le poignard d'un assassin. Henri IV éclata de rire. Henri IV dit à Sully, suite au sacre de la reine, « Ah, maudit sacre, tu seras cause de ma mort. » Certes, la reine avait assuré son avenir contre ses rivales. Les Consigny avaient un avenir avec les Médicis. Henriette était toujours dans les petits papiers d'Henri IV, même si elle savait qu'elle couronnerait pas son fils, et donc qu'il restait peut-être un ressentiment de vengeance. Et les jésuites ne sont pas à plaindre avec le père Coton. Et Épernon non plus, puisqu'il avait une place au conseil de régence, il était de mèche avec les Consigny. Coïncidence ou pas, il prescrit à son grand aumônier, l'évêque de Béziers, de faire élargir les détenus de la conciergerie en l'honneur du sacre. Autrement dit, faire libérer les détenus. Cet ordre ne sera pas exécuté. S'il avait été donné quelques jours plus tôt, probablement que la Descoman aurait pu alerter et détourner le crime. En tout cas, si elle savait vraiment. Henri IV reçut un billet où il y est inscrit « Sœur, ne sortez pas ce soir !» Il interroge sa femme, Marie de Médicis. « Mamie, irai-je, n'irai-je pas ?» Il embrasse sa femme. Marie lui conseille quand même de rester, sans une réelle grande conviction. Finalement, Henri IV décide d'y aller. Son erreur est fatale. Henri IV ne veut pas d'assistance. Dans le carrosse, Épernon est à sa droite. Roquelaure et Lavardin à la portière de droite. Montbazon et La Force à sa gauche. Mirbeau et Liancourt devant. Ravaillac avait suivi le carrosse. L'assassinat. Au moment de recevoir le coup de poignard de Jean Chastel, Henri embrassait M. de Montigny. C'était ce même M. Montigny, gouverneur de Paris, qui l'aperçoit lorsque son carrosse passe de la rue Saint-Honoré à la rue de la Féronie. Il lui crie au loin « Serviteur, Montigny, serviteur !» Au moment où le roi passe, un haquet de vin venant de la droite et une charrette de foin de gauche obstruent le passage. Le cocher royal y engage malgré tout le carrosse. Les valets, sauf 2, ont pris part le cimetière des Innocents pour retrouver le carrosse à la sortie du passage et les gentilshommes sont restés à l'entrée de la rue. Donc personne ou presque surveillait le roi. Ravaillac se glisse jusqu'au cœur couronné percé d'une flèche, escalade une borde placée devant la maison et s'accroche à la gauche de la portière du carrosse pour asséner un coup de couteau. À ce moment, Henri IV a placé son bras autour du cou d'Épernon qui lui lit une lettre. Le coup blesse Henri IV qui s'écrie « Ah, je suis blessé !» Le coup déchire superficiellement la poitrine au-dessus du cœur. Beaucoup de débats interviennent ensuite. Le deuxième coup de couteau blesse le poumon en le traversant et atteint la aorte. Le troisième, pas utile, perce la manche de Montbazon. Les gentilshommes se jettent sur Ravaillac et Épernon somme de ne pas tuer Ravaillac. Au final,
Le roi n'est que blessé, s'écrie Épernon. Sully apprend la nouvelle, lui qui était malade, par Saint-Michel, mais sans en avoir le dénouement. L'Étoile raconte. Les boutiques se ferment, chacun crie, pleure et se lamente. Le procès. L'Étoile raconte. Épernon fit transférer le meurtrier en son propre hôtel et l'y garda une journée entière. Le 17 mai, Ravaillac est conduit à la conciergerie où se trouve encore Descomment. Le mardi 18 mai, la cour assemblée, écrit l'Étoile, délibérera pour les supplices à infliger. Avant de mettre à l'épreuve les différentes tortures, Ravaillac subit un triple interrogatoire où il répéta la même chose. Pas de complice et qu'il avait tué le roi car il allait faire la guerre au pape. 4 éléments sont troublants. Ravaillac connaissait le duc d'Épernon. Il s'était gardé de frapper avant le sacre de Marie. On l'avait convaincu que le peuple attendait la mort d'Henri IV. Il avait consulté plusieurs religieux, Père Domini par exemple, qui n'ira le connaître en dehors de la confession. Le 27 mai, le verdict tombe. Le Parlement décida que le crime de lèse-majesté entraînait l'écartèlement précédé du tenaillement. Le procureur général, Laguelle, lui qui en 1589 avait conduit Jacques Clément à Henri III et son assassinat, voulut se racheter. Il ajouta l'huile bouillante, la poix, le plomb fondu, la cire et soufre mélangés. La sentence doit être appliquée. Il doit mourir à la place de Grève. Le 17 janvier, la Descomment parle à la reine Marguerite de ce complot contre le roi, comprenant le duc d'Épernon, mademoiselle du Tillet et la marquise de Verneuil. Selon le rapport de l'ambassadeur vénitien, la jeune femme déclara « L'assassin allait très souvent chez mademoiselle du Tillet, favorite du dit duc. » Que la marquise de Verneuil avait eu une grande part dans l'affaire parce qu'elle espérait que naîtrait un soulèvement dans le royaume, être, elle, épousée par le duc de Guise, qu'elle se serait proclamée régente, le marquis de Verneuil roi, et le duc d'Épernon connétable, qu'elle avait moyen de prouver ses dires. Épernon éclata sa colère et la menaça. Jacqueline soutient ses dires. Il faut savoir qu'à l'époque, si rien n'était prouvé, la mort était au bout du chemin. Le jour même, elle est arrêtée et conduite à nouveau à la conciergerie. Descomment accuse Henriette d'avoir fait également assassiner un autre homme pour ses intérêts. Il se nomma Thomas Robert, un certain prévôt de Pithiviers. Ensuite, on confronte Charlotte du Tillet et Descomment. Les injures fusent, et tout le monde se tue quand un valet de mademoiselle du Tillet avoua avoir vu Ravaillac chez sa maîtresse. L'Étoile salue son courage et sa constance dans ses accusations sans sourciller. Le procureur, Laguelle, réclama le supplice de Descomment, ce à quoi va répondre le premier président Harley, qui se mit dans une colère noire. Harley reproche son ingratitude vis-à-vis du roi mort. L'avocat général Servin demande l'arrestation d'Épernon. Ce dernier menaça Servin de le tuer. Harley parla avec madame de Verneuil pendant 5 heures. Harley raconte en parlant de l'épreuve. Il n'y en a que trop. Un protégé de Galigaï, Richelieu, interrogea longuement également Descomment. Harley fut écarté car il était jugé trop vieux. Cet événement est assez troublant. Descomment eut la peine de prison à perpétuité, et non la mort. Épernon voulait sa mort. Elle écrira son véritable manifeste sur la mort d'Henri IV. L'exécution horrible de Ravaillac. La torture est souvent utilisée quand les preuves se font peu nombreuses. Contrairement aux idées reçues, les tortures ne sont pas forcément signes d'aveu. Entre 1604 et 1607, seulement 6 des 257 interrogés ont avoué. La torture est souvent employée par les tribunaux laïques ou religieux. Ravaillac dit avoir agi seul. Le grand prévôt de l'hôtel du roi, lui, fait écraser les pouces avec un rouet d'arquebuse. Le 27 mai 1610, Ravaillac raconte. Je ne suis pas assez malheureux pour cacher ce genre de choses, tandis que je suis persuadé que mon silence m'exclurait de la miséricorde divine. Ravaillac a été conduit à la conciergerie le 15 mai. Henri IV avait pourtant échappé à 15 complots. Voici les supplices qui ont été ceux de Ravaillac. La foule, présente entre Notre-Dame et la place de Grève, tenta de prendre des morceaux de chair. Le bras qui a frappé le roi est d'abord plongé dans une cuve de soufre en feu. Le premier membre qui a commis le crime doit être le premier expié. Les pectoraux sont arrachés par des tenailles. On y verse du plomb fondu et de la résine sur les cuisses, les bras, les épaules. Les bourreaux appliquent de la cire sur les plaies. Une fois que Ravaillac revient à lui, après s'être évanoui de douleur, il est écartelé par l'intermédiaire de cordes attachées à 4 chevaux. On raconte que malgré cela, Ravaillac est toujours en vie. Alors on prend une scie pour couper les jambes. Le corps doit absolument disparaître car elle permet, selon les croyances de l'époque, d'empêcher une future résurrection. Ubaldini raconte la mort de Ravaillac. On lui brûla la main qui commit le parricide. On lui coula du plomb et de la poix sur ses plaies. Et enfin, il fut écartelé en 4 morceaux par 4 chevaux. Il a été constant à assurer n'avoir d'autres complices du méfait que lui-même et n'avoir été poussé par autre cause que le zèle de la religion. Il ajoute que la reine a reçu ces fameuses lettres du 13 racontant que le roi avait été assassiné. Conclusion et verdict de l'enquête. La plus grande probabilité
Au vu des preuves, reste l'entourage de Tillet avec le duc d'Épernon, la marquise de Verneuil, à savoir Henriette d'Entragues et Concini. Tous avaient un intérêt de voir périr Henri IV. Combien de complots se sont déroulés ainsi? La conspiration de Biron en est un parfait exemple. Alors, engager un déséquilibré pour lui faire porter le chapeau était une bonne stratégie, si le complot est avéré. Ce qui est étonnant, c'est cette date du 13 mai, prévue initialement au 7, puis au 10, et donc au final au 13 mai. Bizarrement, c'est à ce moment-là, en plus du 3 mai, que l'on retrouve des lettres affirmant que le roi serait assassiné de 2 coups de couteau. C'est extrêmement précis et c'est exactement ce qui va se produire, puisque sur les 3 coups de couteau donnés à Henri IV, c'est bien le deuxième qui fut mortel. Serait-ce l'œuvre de prédictions de voyants ou d'astrologues? Une chose est certaine, Marie de Médicis ne souhaitait plus reporter la date de son sacre. Pourtant, Henri IV, à plusieurs reprises, lui fait part de son inquiétude, de ses visions. Pourtant, elle souhaite se faire sacrer. Et puis, elle s'était rabibochée avec Henriette d'Entragues. Donc Marie de Médicis pourrait très bien être la coupable. Et puis rien n'empêche non plus aux autres présents dans le carrosse de faire partie des accusés. Nous ne connaissons pas les noms de ceux qui ont bloqué la route du cocher royal le 14 mai, parce que les historiens sont partis du principe d'un acte isolé, ou d'un complot dans le cercle royal. Pareillement, que sait-on de Montbazon par exemple? Il est vrai qu'il n'avait pas intérêt à faire tuer le roi, mais il était présent lors de son assassinat, donc fait aussi partie des suspects. Le plus étrange se produit le 12 décembre 1622. Sous l'œil de Marie de Médicis, Gabrielle Angélique, fille de Henri IV et de la marquise de Verneuil, épousa Bernard de Nogaret, marquis de la Valette, fils du duc d'Épernon. Henriette d'Entragues a eu ce qu'elle voulait, avoir une assise à la cour de France. Henri IV meurt probablement une deuxième fois à cette date. Lorsque les coups de couteau ont atteint le roi, on estime qu'Henri IV n'était pas mort sur le coup. Jacques Guillemot fera l'autopsie, un compte-rendu complet en 1612. D'après de récents travaux, Henri IV serait mort 5 à 10 minutes après ses blessures. Cette analyse amène un deuxième point souvent écarté, le lieu de la mort d'Henri IV. La tentative d'assassinat a bien pris place en ce lieu, la rue de la Ferronnerie, mais sa mort n'est intervenue que plus tard, dans le carrosse qui le transporta jusqu'au Louvre. Henri IV n'est donc pas mort, 11 rue de la Ferronnerie. Le témoignage du médecin Jean Héroard, présent au Louvre ce jour-là, rapporte que le roi était déposé sur son lit où les soins furent inutiles car il était probablement déjà mort ou agonisant. Le chirurgien Miron confirme que le roi n'a plus montré de signe de vie lors de son arrivée. On peut retracer assez facilement l'itinéraire probable. Rue de la Ferronnerie, donc près des Halles. Ensuite, le carrosse aurait pris la rue de la Lingerie avant de se rendre directement au quai du Louvre et rejoindre finalement la cour carrée du Louvre. Ce trajet en carrosse dure environ moins de 5 minutes, même en tenant compte de la panique présente ce jour-là. Quelques centaines de mètres séparaient le lieu de l'assassinat, rue Ferronnerie, et le Louvre. Autre élément étrange, lors du procès de Ravaillac, on n'interroge ni le Cordelier Lefebvre, où Ravaillac lui témoigne clairement son envie de tuer le roi. Marie de Médicis, qui a pris son sacre par Ubaldini, souhaite confirmer les mariages habsbourgeois en allant à l'encontre de la politique de Sully de son défunt mari. Tous ces éléments démontrent que le roi n'avait pas que des amis à la cour, ou en tout cas, il ne partageait pas les mêmes convictions. L'Étoile raconte: Mon Dieu, que la mort de cet homme vient à bon point pour Monsieur Entragues, la marquise de Verneuil, sa fille, et toute sa maison. Et vous, avez-vous un coupable ?